on dit ça, oui, mais c'est pas grave, 60 millions par an. Enfin, 60 millions, c'est quoi? Évidemment, par rapport à un budget de 15 milliards et demi annuel, ce n'est pas énorme. Il faut pas oublier que 60 millions la première année, ça veut dire 120 la deuxième, ça veut dire 180 la troisième, et ça veut dire qu'au total des 10 premières années, quand on arrêtera la progressivité, ça aura été 3 milliards 3, ça veut dire une moyenne de 330 millions par an. Je vous rappelle que 330 millions par an, ça représente plus que le budget qu'on a, nous, à la R&D pour les entreprises, et ça représente la moitié du budget des tech, donc ce n'est pas neutre, et ça veut dire aussi qu'à partir de 2034, on sera à 600 millions par an en moins, ce qui représente quand même 4% du budget annuel. On insiste aussi sur le besoin de ces réformes structurelles, parce qu'on a, je dirais, des lacunes aujourd'hui qui sont subsistantes. Après, on peut taper sur le coup, il finira par s'enfoncer. Quand on voit aujourd'hui qu'on est toujours avec un faible taux d'emploi privé dans l'emploi total, 56%, alors que la moyenne européenne est largement au-dessus et que la Flandre est à 66%. Deuxième élément, la taille moyenne de nos entreprises qui reste scotchée à 9,1 salariés. On doit avoir plus d'entreprises, mais aussi des plus grandes entreprises. La taille moyenne est 11,8 en Flandre. Vous allez dire, mais c'est pas beaucoup en plus. Néanmoins, quand on voit qu'on a 200 000 demandeurs d'emploi en Wallonie, si toutes les 80 000 entreprises wallonnes avaient toutes 2 personnes en plus en moyenne, on n'aurait plus de chômage en Flandre. Donc c'est un point extrêmement important. Et aussi, ce qu'il faut regarder au-delà de là, c'est la diversité de notre tissu économique, où en réalité, on a 97,1% des entreprises qui sont moins de 10 personnes, et on en a seulement 380 à 350 qui sont de plus de 200 personnes, donc je rappelle des grandes entreprises, seulement 340 qui sont donc 0,4% des entreprises, mais qui emploient 23% de l'emploi privé. Donc voilà, c'est souvent dit, mais les grandes entreprises, elles sont extrêmement structurantes, à la fois sur le fait qu'elles génèrent 23% d'emploi privé, mais aussi, on dit toujours qu'une grande entreprise crée autant d'emplois à l'extérieur qu'à l'intérieur, par l'appel à des sous-traitants, des fournisseurs et des services et autres. Donc, on a besoin de plus d'entreprises, de plus grandes entreprises, et aussi de plus d'industrie, puisqu'on plafonne le PIB wallon généré par l'industrie est à 14,6%, à 16,9% en Flandre, et que l'Europe pousse à l'ambition d'y arriver à 20%. On a besoin donc de plus d'industrie. Et évidemment, un élément perturbant, on connaît tous, c'est le niveau de notre dette à 23 milliards. Voilà, on peut passer au slide suivant. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a dit qu'il y a besoin d'une relance, mais aussi d'un redéploiement avec des changements profonds. C'est ce que je viens de dire. On a besoin que Get Polonia vraiment ces changements profonds ne sont pas juste quelques mesures de relance, tout en rendant confiance. Je reste persuadé qu'on a un potentiel en Wallonie. On ne doit pas voir la crise uniquement par les difficultés qu'elle engendre, mais aussi par les opportunités qu'elle offre. On a vu quand même beaucoup de résilience pendant la crise. On a vu des entreprises qui étaient vraiment, qui montraient des talents pour aider différents secteurs, qui ont réussi à s'en sortir. Et on doit aussi bâtir là-dessus et avoir un dialogue entre tous les acteurs de la société. Alors, ce plan de redéploiement, on l'a donc structuré en 2 phases, les mesures court terme, et vous aurez l'URL du site, donc vous trouvez tout ça à la fin, et puis le 7 octobre, ce plan de redéploiement. Sur le slide suivant, on va voir les 8 grands axes et puis je vais évidemment vous les détailler. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut mieux gérer, il faut renforcer les chaînes de valeur, il faut innover à tout niveau, il faut investir, une région leader en matière de durabilité, miser sur le capital humain, accompagner les entrepreneurs et les travailleurs et faire des agents publics des moteurs du changement. Donc, on va rentrer dans les détails de chacun d'eux. Mieux gérer, on peut passer au slide suivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les finances publiques ne se portent pas bien, évidemment. On doit avoir, évidemment, une attention particulière par rapport à ça. Donc, on va avoir 3 points d'attention particuliers sur le slide suivant. Pour nous, mieux gérer, c'est absolument le budget base zéro exhaustif, sans tabou, on l'a dit. Alors, le budget base zéro consiste à dire, voilà, pour chaque dépense qu'une administration, une unité d'administration publique veut mettre dans son budget, elle doit d'abord justifier à quoi il servira. Moi, je vois aujourd'hui dans des administrations ou dans des unités d'administration publique dans lesquelles je siège au CA ou dans différents organes de gestion, qu'on reste sur la mentalité « Ah, ben, on n'a pas consommé ». On demande quand même le même budget, ou on demande de le réaffecter à d'autres choses pour être sûr, un peu comme les chars qui tournaient dans les cours à l'armée, pour être sûr d'avoir le même budget l'année suivante. On ne peut plus se permettre ça. Je rappelle quand même que le déficit structurel wallon, la dette de 23 milliards, c'est en initial 2020,
2 milliards de pertes avant de commencer l'année. Ces 2 milliards de pertes sont en train, au stade actuel, dans les prévisions qui sont faites à cause de la crise, de passer à 3 milliards 9. Je rappelle que la charge de la dette actuellement à taux d'intérêt bas est de 360 millions d'euros par an, ce qui est de nouveau plus que le budget qu'on alloue à la recherche, et qu'il ne faut pas oublier que nous sommes responsables, entre guillemets, d'une partie de la dette de la Fédération de Wallonie-Bruxelles, puisque ces seules recettes viennent d'une dotation des régions qui n'a pas d'autres moyens d'avoir des recettes, et que donc on est responsable du prorata de la dette qui incombe à la Wallonie par rapport à la région bruxelloise. La dette initiale de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'exercice 2020 était de 900 millions et elle est en train de passer à 1,7 milliard qui vient donc s'ajouter aux 3,9 milliards si on raisonne, je dirais, en englobant la part qui nous incombe. Donc, ce budget bas zéro doit se faire absolument sans tabou et on sent déjà les velléités de dire nous mais moi, nous mais moi, nous mais moi. Donc, ça va être un exercice qui n'est pas évident. Deux, ce qu'on demande, c'est une simplification du paysage des structures publiques et l'optimisation de leur fonctionnement. Alors, vous le savez tous, on en est victime tous les jours de cette lasagne institutionnelle wallonne. Donc, il y a 3 grands axes sur lesquels on demande cette simplification du paysage. Un, c'est sur la simplification du paysage de l'animation économique. Plus personne ne s'y retrouve, hein, c'est évident, entre tous les invests, entre toutes les structures d'accompagnement, entre les différentes couches que l'on a, que fait la Sowalfin, que font un tel et un tel, où est passé l'ex-AEI, etc. Il y a moyen de rationaliser beaucoup plus ce niveau-là. Deux, on demande la même rationalisation, défragmentation au niveau du paysage de la recherche, qui est beaucoup trop disséminé aujourd'hui. On a eu un slogan dans la presse en sortant notre plan, c'est avoir un IMEC wallon, un IMEC qui est l'Institut de recherche flamand de 4000 personnes, quelques autres petits centres de recherche à côté, mais néanmoins, il a une visibilité sur la carte européenne de la recherche. Ici, en Wallonie, on est avec 19 centres de recherche qui sont d'une taille insuffisante, qui se font régulièrement concurrence, et il faut certainement simplifier aussi au niveau de la recherche. On a fait aussi un relevé de toutes les aides à la recherche en Wallonie, c'est absolument abominable. On comprend que plus personne ne s'y retrouve. Il y a certains axes de niveau de recherche, qu'on appelle l'échelle PRL, il y a 7 ou 8 aides différentes qui se superposent et qui se concurrencent, c'est pas évident du tout. Et la troisième simplification qu'on demande, c'est celle du paysage de l'insertion à l'emploi, où plus personne, ne s'y retrouve entre les ALD, 260 en Wallonie, les MIR, les CIS, le Forum, etc., et y compris le demandeur d'emploi ne s'y retrouve plus, il ne sait plus où il doit aller. On demande aussi que chacun nage dans son couloir. On voit aujourd'hui des tas d'administrations qui commencent à faire le business des autres. Vous recevez régulièrement des mails du Forum qui se proposent de s'occuper de votre gestion RH dans votre entreprise, qui s'occupe d'abord de remettre le demandeur d'emploi à l'emploi, et les boutons seront bien gardés. Quand on voit aujourd'hui que le Forum veut aussi s'occuper d'accompagner les indépendants dans la création de leur entreprise, non, il y a d'autres structures en Wallonie qui s'en occupent, et on pourrait citer des dizaines d'exemples à ce niveau-là. Tout le monde peut s'occuper de la recherche, d'aller aider à chercher des programmes européens. Il y a un National Contact Point qui s'occupe d'animer et d'aider les entreprises à rechercher des budgets européens dans le domaine de la recherche. Ce National Contact Point est hébergé à l'Union wallonne des entreprises, mais on voit que régulièrement, il y a des tas d'initiatives qui sont prises par ailleurs et qui disséminent de nouveau le message. 3, on demande une redéfinition de l'action publique régionale. C'est le principe du rôle régulateur et coordinateur de l'État qui doit se concentrer sur ses fonctions régaliennes, beaucoup plus travailler avec le privé, tout secteur confondu, que ce soit le Forum beaucoup plus travailler avec les opérateurs de formation privée, mais pourquoi pas au niveau des chantiers de beaucoup plus travailler avec le privé plutôt que d'avoir toute une partie des fonctionnaires qui doivent travailler sur des chantiers, sur les routes, etc., mais qui ne travaillent pas quand il fait mauvais, et donc on n'a pas de gestion des pics, etc. C'est la même chose, par exemple, dans le domaine du transport public. On n'est pas en train de dire qu'il faut régionaliser, qu'il faut complètement privatiser les techs, les transports en commun. On dit, mais voilà, il faut garder une structure régalienne qui va s'occuper
de l'assurance, d'avoir le nombre de dessertes qu'il faut et de s'occuper de la tarification, mais qui peut beaucoup plus sous-traiter au secteur privé la gestion des lignes et l'opération des lignes. On le voit dans certaines provinces comme le Brabant wallon ou le Luxembourg, où ça fonctionne beaucoup mieux, il y a beaucoup moins de jours de grève, c'est au total moins cher et troisièmement, on a cette optimisation-là, donc c'est extrêmement important et donc on doit certainement beaucoup plus pousser. On demande régulièrement beaucoup plus de budget pour les techs, hein, certains les demandent, mais on pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux avec le budget qu'ils ont. Voilà pour cet accès de mieux gérer. La deuxième piste d'action, c'est de renforcer nos chaînes de valeur. C'est évidemment un point important qui a été mis en évidence évidemment par la crise, qui se base sur une nécessité de réindustrialiser la Wallonie pour remettre notre économie sur le chemin d'une croissance durable. L'industrie, comme je l'ai dit tout à l'heure, joue un rôle clé et structurant sur les activités de recherche, développement et innovation, sur les gains de productivité, le commerce extérieur, etc. On doit bien voir où sont les trous dans nos chaînes de valeur, c'est évident, et voir aussi quelles sont les notions de stock stratégique que l'on doit avoir. Alors évidemment, à ce niveau-là, on peut aussi discuter de toute la problématique des relocalisations et évidemment remonter à la surface par rapport à la crise. Évidemment qu'on doit étudier quels sont les secteurs que l'on peut relocaliser. Mais on a aujourd'hui tendance à dire oui, il faut relocaliser. Oui, c'est très bien, mais regardons ce qu'on fait et regardons dans quelles conditions on fait. Quels sont les messages que l'on passe par rapport à ce niveau-là? Relocaliser, oui, mais à condition que ça se fasse au niveau européen. Si on est les seuls à relocaliser en Wallonie, on va encore perdre une partie de notre compétitivité dans le prix de revient des produits ou des services qui sont relocalisés. C'est évident. Et donc, le consommateur, B2C ou B2B, ira acheter ailleurs, évidemment, s'il voit que le produit allemand qui n'aurait pas relocalisé, l'achat de certains composants dans des pays où ils sont moins chers sera plus compétitif que vous. Donc, c'est évident qu'il faut prendre en compte cet élément-là. Deuxième élément à prendre en compte, c'est évidemment la problématique des balances commerciales. Si on décide de ne plus acheter rien du tout dans un pays, on risque évidemment, si on est exportateur vers ce pays, qu'il ferme aussi les frontières à l'importation des pays qui viennent de chez nous. 3, pour relocaliser, il faut anticiper en termes de ressources humaines. On a 110 métiers en pénurie en Wallonie et 29 000 emplois vacants. Donc, il faut une stratégie à ce niveau-là. Il faut aussi travailler sur la problématique énergétique. Est-ce qu'on a l'énergie suffisante en termes de capacité d'approvisionnement pour alimenter toutes les industries qu'on relocaliserait? Et dernier point, qui est non le moins, c'est le phénomène du win-win. Personne ne veut une industrie tout près de chez lui. Nous avons la chance ou la malchance de présider le pôle environnement au niveau du CESE Wallonie. Donc, c'est une de mes collaboratrices qui préside ce pôle, qui doit remettre un avis sur tous les dossiers d'implantation d'entreprises, etc. Je peux vous dire que c'est une victoire d'avoir un avis positif, tant il y a une volonté de certains d'empêcher toute entreprise de grandir, de s'implanter, etc., etc. Et ce, malgré toutes les contraintes qu'il faut qu'aujourd'hui, on a un permis qui est quand même particulièrement sévère en termes de respect de toutes les normes environnementales, de biodiversité, etc. Et donc, oui, aujourd'hui, tout le monde, les citoyens veulent relocaliser, mais il faudra qu'ils acceptent aussi et que bourgmestres, je dirais, prennent les bonnes décisions. On a vu exactement le même phénomène sur les éoliennes et l'énergie renouvelable. Tout le monde, tous les citoyens voulaient des énergies renouvelables. Je rappelle qu'en Wallonie, 90% de permis d'installer des éoliennes vont en recours au Conseil d'État et prennent 10 ans pour être résolus. Alors, sur les chaînes de valeur, on met quelques éléments en évidence. Le slide suivant. Adopter une politique industrielle ambitieuse, c'est évident. On n'a pas aujourd'hui une vraie politique industrielle. Assurer un cadre attractif, évident et compétitif aux entrepreneurs et aux investisseurs, c'est un élément important. Avoir une analyse de toutes les chaînes de valeur régionales, avoir un maillage, je l'ai dit, de ces chaînes de valeur, notamment peut-être avec de la consolidation de petits acteurs et de soutien à la croissance des exogènes des PME. Favoriser le circuit court dans le cadre des marchés publics. On préconise d'ailleurs dans notre plan de déploiement la mise en place d'une base de données qui reprendrait tous les services et produits proposés par toutes les entreprises wallonnes, qui favoriserait, je dirais, le fait de travailler entre nous
quand on le peut, mais qui permettrait aussi, quand le secteur public peut faire des appels d'offres, je dirais, restreints, en envoyant un certain nombre d'entreprises, il favorise les entreprises locales plutôt que d'autres. Maintenant, évidemment, la Wallonie n'est pas une île, on ne peut pas se couper du monde et on doit rester intégré aussi dans des chaînes de valeur internationales, c'est évident. Renforcer l'approche sectorielle de la WEX, qui nous paraît aussi un élément extrêmement important. Et bien sûr, tout ça doit reposer sur une culture et des outils numériques particulièrement importants. Je reviens aussi sur le cadre attractif et compétitif. C'est dans ce cadre-là, évidemment, qu'on recommande la mise en place rapide de la 5G en Wallonie, si on ne veut pas être handicapé à ce niveau-là. On sait aujourd'hui que des tas d'entreprises ne viendront plus en Wallonie s'il n'y a pas de 5G. On voit bien ce qui se passe à Bruxelles, où Audi est en train de dire que s'il n'y a pas de 5G à Bruxelles, la prochaine Audi ne sera plus fabriquée à Bruxelles. Ce sera la même chose en Wallonie et on aura des entreprises qui partiront ou des nouvelles qui ne viendront pas. Le slide suivant, c'est la troisième mesure que l'on propose, c'est d'innover. Il faut absolument innover plus. C'est évident. Quelles sont les mesures que l'on propose à ce niveau-là sur le slide suivant? C'est évidemment d'avoir problème de lisibilité, je suis désolé, mais l'innovation, je pense qu'elle est importante, elle est aussi sociétale, c'est pas de l'innovation. Pour l'innovation, on a besoin d'innover pour être plus performant, pour aller plus vers l'exportation, pour être plus dans les chaînes de valeur, pour avoir plus de produits finis à exporter que des produits intermédiaires, qui est souvent le cas en Wallonie. Mais l'innovation, elle peut aussi servir la société tout entière. Ça peut être de l'innovation dans le des biotechnologies, c'est évident. On le voit aujourd'hui, on est très fort en Wallonie sur les biotech, etc. Ça peut être de l'innovation aussi environnementale par rapport à toutes les diminutions d'innovation de CO2, des produits qui favorisent tout ça, les best available technologies dans les entreprises. Alors, sur le slide suivant, voilà quelques éléments. Attentif à la bonne allocation des moyens budgétaires. Je pense qu'en Wallonie, on dissémine encore trop, on disperse encore trop les moyens. Il y a toute une stratégie qui est en train d'être mise en place de révision des domaines d'innovation stratégique. Je pense que c'est un point important et de focuser sans nécessairement oublier évidemment les autres secteurs, mais en ayant des focus dans l'innovation sur ces domaines-là, en défragmentant, je l'ai dit, le paysage institutionnel de la recherche, en ayant beaucoup plus de participation au programme de recherche européen, ce qui permet d'être dans le radar aussi de partenariats avec d'autres entreprises hors Wallonie et des entreprises européennes, mais qui permet aussi d'alléger le budget de la recherche wallon, puisqu'on va aller chercher des budgets européens. Je rappelle quand même que le budget Horizon Europe que l'Europe a décidé, qui va commencer à être mis en vigueur à partir du mois de mars de l'année prochaine, c'est 100 milliards d'euros pour la recherche. On doit aller chercher une part plus grande actuellement de ces budgets européens de recherche. Et bien sûr, on revient sur la notion d'accélération de la digitalisation de la Wallonie. C'est là qu'on parlait de 5G, j'en ai parlé trop vite. On peut passer au slide suivant. Investir, évidemment important. On a vu que les entreprises freinaient leurs investissements pour le moment, mais nous on dit que la Wallonie doit avoir des investissements qui sont tout à fait structurants. Et le message fort qu'on a passé dans la presse à ce niveau-là, ce sont des investissements qui vont donner, c'est le cas de le dire, évidemment, un retour sur investissement. On ne doit pas consommer l'argent qu'on va pouvoir aller chercher dans le Green Deal ou à l'Europe, etc., ou dans les fonds FEDER et FSE qu'on va avoir. Il faut arrêter que les fonds structurels que l'on soit servent à faire des ronds-points. C'est évident, ils doivent être générateurs de retour sur investissement, de création de valeur ajoutée. On divise ces investissements potentiels en trois catégories. Les investissements productifs, ceux qui ont un impact direct sur le redéploiement, c'est-à-dire qui sont des investissements, par exemple, dans des infrastructures partagées de R&D, des logistiques, des plateformes d'innovation, etc. Deux, les investissements qui soutiennent l'économie en termes d'infrastructures de transport, d'énergie, de télécommunications, et ceux qui rendent plus efficaces les fonctions régaliennes, que ce soit la digitalisation de la justice, de l'enseignement, du secteur des soins de santé, et j'aurais pu évidemment ajouter, mais on en a déjà parlé ailleurs, de l'administration wallonne au sens large, il y a encore, même si ça va mieux, pas mal de progrès à faire à ce niveau-là. On peut passer, alors oui, on a quand même un focus ici aussi sur la réhabilitation des friches. On sait qu'on a une chance extraordinaire en Wallonie par rapport à d'autres territoires, c'est d'avoir encore de l'espace disponible, notamment pour
pour les entreprises et pour l'industrie. Nous, on demande d'avoir 100 hectares qui soient mis par an à disposition des entreprises, 100 hectares en plus, et donc d'avoir une anticipation au niveau de la réhabilitation des friches, surtout qu'on va arriver en 2050 à ce qu'on appelle la fin de l'artificialisation des terres. Ça veut dire que chaque fois qu'on prendra un peu d'espace non aménagé pour l'aménager, il faudra rendre l'équivalent en termes de terre et de désartificialisation. Donc, on va devoir avoir un équilibre à partir de 2050. Il faut l'anticiper, notamment par la réhabilitation des friches qui, au-delà d'être moches en termes d'image, sont évidemment un lieu exceptionnel pour accueillir des entreprises et en plus une opportunité de créer un véritable cluster industriel autour de cette question par rapport à toute la problématique du recyclage, etc. Il y a vraiment quelque chose de structurant à faire à ce niveau-là. Notre cinquième action tourne, elle est évidemment beaucoup plus transversale autour de la durabilité. Alors, on a mis quelques éléments en évidence. Voilà, on a mis évidemment un certain nombre d'actions phares. C'est d'une part de rénover et renouveler le bâti wallon, tant privé que public. Au niveau du privé, il y a tout le plan Rénov+, qui peut évidemment avoir un impact. Et de nouveau, ce sont des impacts qui sont à la fois économiques en termes de création d'emplois et je dirais de création de valeur pour les acteurs qui pourront intervenir, et ça dans le privé comme dans le public, mais c'est aussi sur l'aspect sociétal, création d'emplois, mais c'est aussi sur l'aspect environnemental, en diminuant les émissions de CO2, puisque vous savez que sur les 20 dernières années, le secteur du bâti wallon n'a absolument pas amélioré les émissions de CO2. Donc, tous les efforts qui ont été faits pour, je dirais, minimiser et mieux isoler un certain nombre de bâtiments ont été compensés négativement par tous ceux où les pertes d'énergie sont de plus en plus importantes. Et donc, on a aujourd'hui, notamment dans le secteur public, une volée de passoires énergétiques. Maintenant, de nouveau, il faut qu'il y ait une stratégie par rapport à ça. Ça ne sert à rien d'avoir une politique d'investissement dans le bâti privé, des aides dans le bâti public, si on n'a pas les ressources pour le faire. Aujourd'hui, il y a 5000 emplois vacants dans la construction en Wallonie. On connaît tous des entrepreneurs de la construction qui pleurent pour avoir des maçons, des chefs de chantier, etc. Et donc, ils refusent des marchés à cause de ça. Donc, si on lance ces plans-là, il faut qu'en amont, on ait réfléchi à toute la notion de ressources. Et ça, c'est aussi un des problèmes qu'on a en Wallonie, notamment on situe au split qu'on a par rapport aux matières qui sont à la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est qu'on n'a pas cette vue transversale d'anticipation des secteurs dans lesquels on investit par rapport aux ressources humaines et à la formation et à l'enseignement par rapport à ça. On a vu par exemple cette semaine-ci, SNCA, la Fédération de la chimie, des biotechnologies et des biotech, et sortir sur justement les biotechnologies en disant, mais voilà, on investit en Wallonie énormément dans les biotechnologies. Mais c'est un aspect extrêmement positif, on est vraiment dans les leaders mondiaux à ce niveau-là, mais ça ne suit absolument pas au niveau de l'enseignement et la formation, donc aucune stratégie à ce niveau-là. Et donc l'État d'entreprise doit aller chercher à la fois leurs chercheurs, mais aussi leurs techniciens de laboratoire à l'étranger, et ça fait 15 ans que nous demandons à l'enseignement d'avoir un baccalauréat en biotechnologie. Et ça fait 15 ans qu'on ne l'a pas. Donc c'est vraiment ce besoin de transversalité aussi. Deuxième élément sur l'aspect durabilité, c'est de développer les communautés d'énergie renouvelable qui ont un fort potentiel de développement en Wallonie, qui sont porteuses d'innovation technologique, sociétale, d'enthousiasme et de perspective. Et on sait qu'on a pas mal d'entreprises qui sont leaders dans ce domaine-là. Le troisième élément qu'on demande, c'est aussi de continuer à investir et de soutenir les projets innovants qui visent à rendre l'énergie climatiquement neutre. Ça, c'est évidemment extrêmement important. On a beaucoup de projets aujourd'hui dans le développement et la capacité de production de stockage d'énergie renouvelable, neutre en carbone, notamment les combustibles alternatifs. On connaît les compétences que l'on a, notamment dans des entreprises comme John Cochrane, par rapport à tout ce qui est hydrogène. On voit de plus en plus de projets maturer à ce niveau-là. On doit les soutenir et devenir leader à ce niveau-là. Et probablement après, exporter nos compétences et nos capacités à ce niveau-là. On demande aussi de réfléchir à une mobilité plus intelligente, notamment pour les particuliers, à côté de la taxe qui a été mise sur le fret. On va passer à la sixième action, qui est évidemment clé pour nous. C'est le capital humain. C'est toujours un de nos messages clés, évidemment. On peut passer à la dia suivante.
c'est évidemment d'avoir un marché du travail qui soit adapté en termes d'adéquation entre l'offre et la demande. Et bon, la crise a montré qu'on avait besoin d'un marché du travail qui soit beaucoup plus résilient et plus agile pour répondre à nos enjeux. 4 axes prioritaires de notre côté, c'est voilà, vraiment un bug dans certains slides, je suis désolé. On a résumé ça sous le schéma, pardon, le schéma qui est à droite. C'est je m'oriente, je me forme et je m'insère. On doit beaucoup plus travailler sur l'orientation par rapport aux métiers et aux carrières, et ce, dès le plus jeune âge dans l'enseignement, hein, en montrant réellement quelles sont les opportunités d'emploi, quelles sont les carrières possibles, quelles sont les entreprises qui recrutent, etc. Quelles sont les filières qui sont porteuses et celles qui sont moins porteuses. C'est évidemment un message extrêmement important. On doit favoriser les stages en entreprise pour que des jeunes puissent se dire tiens, mais ça, c'est un métier que j'aime, c'est un métier que j'aime pas, et je me réoriente en fonction de ça. On doit favoriser l'alternance, la formation en alternance. Il y a un énorme travail à faire à ce niveau-là. On ne sensibilise pas assez les jeunes par rapport à ça. Nous essayons de le faire. Nous faisons partie, nous sommes fondateurs de la Fondation pour l'enseignement avec PECI. Et nous siégeons avec les 5 fédérations de pouvoirs organisateurs pour essayer de mieux faire collaborer l'école et l'entreprise. Ce n'est pas évident du tout. On se heurte régulièrement à être taxé d'adéquationniste en voulant faire des élèves des bons petits soldats pour l'entreprise. J'ai eu régulièrement dans des débats à la télévision ce genre de réflexion de professeurs qui me disent vous voulez qu'on enseigne pour les sociétés, nous on veut enseigner pour la société avec un grand S. Bien sûr qu'il faut enseigner pour la société avec un grand S, mais on pense quand même que les finalités de l'enseignement, c'est de trouver un emploi, après qu'il soit public ou privé, ça c'est un choix personnel, et donc on a besoin d'une meilleure adéquation. On plaide à ce niveau-là, au niveau de l'enseignement, au-delà de ce que je viens de dire, pour accentuer les savoirs de base. C'est évident. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de lacunes au niveau des savoirs de base, que ce soit en langue, que ce soit dans le numérique, que ce soit même en mathématiques ou que ce soit en français. On plaide pour une meilleure formation sur les savoir-être. Hein. C'est bien que ce n'est pas le seul rôle de l'école, c'est aussi le rôle de la sphère familiale, mais il y a certainement mieux à faire au niveau de l'école, et justement sur les savoir-faire, justement avec beaucoup plus de pratiques d'alternance et autres. Et donc, il y a besoin évidemment d'une revalorisation des filières techniques et professionnelles qui sont aujourd'hui des filières de relégation, karaté, tir en technique, plutôt que des filières d'excellence. Deuxièmement, pardon, je peux revenir un slide en arrière, c'est la formation tout au long de la vie, hein, qui reste important. Hein, au-delà de l'orientation de la formation, on doit, et ça, les entreprises ont une part de responsabilité évidemment à ce niveau-là. C'est au-delà de tout ce qui est les soutiens publics pour le faire, c'est évidemment de travailler sur la formation tout au long de la vie. Et là, ce qu'on demande aussi, un point d'attention particulier, c'est qu'on accentue la mobilité entre l'enseignement et ceux qui sont dans les entreprises, pas seulement en termes de sensibiliser les élèves, mais aussi que de plus en plus de gens qui sortent du monde de l'entreprise privée, pendant qu'ils sont dans le monde privé, puissent aussi parallèlement avoir une carrière dans l'enseignement. Il y a une pénurie quantitative d'enseignants, ça c'est le message du monde de l'enseignement, où on dit qu'il y a une pénurie qualitative aussi. Je reviens quand même aussi sur un point que j'ai oublié par rapport à l'orientation. Aujourd'hui, on a une véritable problématique et lacune en Wallonie sur les STEM, pour tout ce qui est la formation dans les sciences, STEM, technologie, ingénierie, mathématiques. La moyenne belge de ceux qui sortent du supérieur universitaire ou universitaire avec un diplôme STEM est de 16%, alors que la moyenne européenne est de 25%. Donc nous avons beaucoup trop peu de jeunes qui entament des filières scientifiques qui sont de plus en plus demandées. Et le paradoxe, c'est qu'un tiers des jeunes qui sortent du secondaire, où ils ont fait un enseignement secondaire à finalité scientifique, un tiers abandonne au moment de passer dans le supérieur la filière scientifique, notamment parce qu'ils ne savent pas à quoi ça sert. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin de savoir à quoi ça sert. Ils veulent du sens dans leur vie, ils veulent du sens dans leur carrière, ils ont besoin qu'on leur donne du sens dans leurs études, en leur disant, voilà, si on t'enseigne ça comme matière, voilà la répercussion que ça peut avoir dans tel ou tel métier. On voit que dans les pays qui le font, la Flandre ou d'autres pays, ils appliquent les matières enseignées
un type de métier pour montrer à quoi ça sert. En Wallonie, il y a actuellement une expérience pilote qui marche très bien dans une école à Champion, ici dans la région de Namur, où toute matière scientifique enseignée, on montre directement l'application dans le secteur de la construction. Et ça motive les jeunes à se dire, je comprends pourquoi on apprend ceci en physique ou en géométrie, etc. Alors, la troisième, évidemment, partie, c'est toute la problématique de l'insertion sur le marché du travail. Et là, je ne vais pas vous détailler les mesures qu'on a au niveau justement de l'efficacité du forum et autres. Aujourd'hui, on reste avec une centaine de métiers en pénurie ou en forte tension, ce qui est regrettable, ce qui génère 29 000 emplois vacants. Il y a 200 000 demandeurs d'emploi en Wallonie. Ça, c'est la photo. Mais le film, c'est qu'il y en a 400 000 qui passent par an par le forum, et le forum en forme seulement 10 000 par an aux métiers en pénurie. 10 000 sur 400 000 qui passent. Il y a moyen de faire beaucoup plus. Le forum doit aussi beaucoup plus travailler avec le secteur privé au niveau de la formation, ne pas vouloir garder ce monopole de les former, beaucoup plus travailler aussi avec les centres de compétences qui ont été mis en place en région wallonne et qui sont d'excellents outils, dont il faut d'ailleurs pérenniser le business model, parce que chaque année, ils ne savent pas s'ils auront les budgets pour garder leurs profs toute l'année. On met aussi un focus évidemment particulier sur l'aspect formation au digital, et donc accélérer évidemment le déploiement du digital dans l'éducation. On le vit, on le voit particulièrement en cette période de crise dans le monde de l'enseignement, la difficulté de passer à la formation à distance, etc. Mais c'est vrai aussi évidemment pour la formation des collaborateurs qui sont mis dans les entreprises. Nous collaborons actuellement avec le Forum et l'Agence du numérique à la mise en place d'un outil qui permet à la fois de définir la maturité numérique d'une entreprise, mais aussi la maturité numérique de chacun de ses collaborateurs, et de définir derrière des plans, c'est un programme qui a été développé aussi avec Agoria, des plans qui permettent de définir des plans d'upskilling ou de reskilling des collaborateurs par rapport à leur maturité de connaissances numériques. Slide suivant. Septième action, c'est d'accompagner les entrepreneurs et les travailleurs. Là, évidemment, ce sont des mesures plus structurantes dans le cadre de la crise. On peut passer sur le slide suivant. On a besoin de continuer à aider les entreprises encore pendant longtemps, au-delà des 35 mesures court terme qu'on a demandées, de continuer à avoir un certain nombre de mesures à ce niveau-là. Et pour les travailleurs et pour les employeurs, sur le slide suivant, on va avoir une partie, notamment évidemment d'allonger le chômage temporaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de travailler sur l'efficacité du créditant coronavirus et du créditant fin de carrière. C'est évident d'assouplir les réglementations sur les heures supplémentaires, de les porter à 220, de ne pas les annualiser plutôt que de les trimestrialiser, d'avoir beaucoup plus de souplesse, d'avoir aussi la possibilité que des entreprises puissent se prêter des collaborateurs de l'une à l'autre sans avoir le statut d'agence d'intérim. On les a pas mis toutes ici dedans, mais on demande aussi une révision de la loi Renault et un allègement de la procédure Renault en cas de crise. Cette procédure est beaucoup trop longue et je dirais nous met devant des difficultés actuellement dans les entreprises qui doivent y faire appel. Donc là, il y a tout un ensemble de mesures qui sont principalement fédérales et donc on a besoin à long terme pour se sortir de la crise. Et enfin, dernière action et non des moindres, dernier axe, c'est faire des acteurs publics, des acteurs du changement. C'est évident. On a besoin de plus à ce niveau-là d'interaction avec eux et qui prennent en charge un certain nombre de mesures. On en a mis quelques-unes sur le slide suivant. Voilà. Quelles sont les mesures qui doivent être prises, soit par les administrations, soit par le pouvoir politique. On a mis là-dedans notamment toujours la question de l'énergie, qui reste un point d'attention extrêmement important, particulièrement en Wallonie par rapport à la Flandre. Je m'explique. Le coût. Alors, on dit qu'on a besoin d'une énergie abordable. Là, on travaille sur le coût. C'est évident. On sait que l'énergie est beaucoup plus chère en Belgique que dans d'autres pays européens. On a déjà le handicap de compétitivité salariale, on a aussi un handicap de compétitivité énergétique et qui nous pénalise très fort et qui en plus, si on prend la situation wallonne en particulier, est pénalisant puisque on paye notre énergie à peu près 15% plus cher pour les entreprises qu'en Flandre. Ceci est dû notamment aux taxes que l'on a, parce que l'électron est toujours au même prix, mais c'est aux taxes que l'on a et évidemment les entreprises payent aujourd'hui la
bulle du photovoltaïque pour les citoyens qui est répercutée dans des taxes d'entreprise, même si elle est minimisée par des accords de branche, ça reste un énorme problème. Il faut quand même se rendre compte que pour pas mal d'entreprises, la facture énergétique est égale à la masse salariale, si pas plus dans certains cas, et même parfois dans des PME. Que donc, parfois, quand on obtient un taux d'index de 2%, on se rend pas compte qu'à côté de ça, on se tape 10 ou 15% de différentiel de coûts énergétiques. Cette énergie doit être disponible, c'est toute la problématique de l'approvisionnement et donc de la fermeture des centrales nucléaires. Nous nous positionnons pas sur le mix énergétique, mais on rappelle quand même qu'on a besoin d'une certaine capacité, qu'on ne peut pas avoir de coupure, évidemment, être dépendant de l'étranger. On a des entreprises qui, en cas de faiblesse de production locale, sont obligées d'importer de l'énergie, même parfois pendant quelques microsecondes, et qu'elle coûte en général à ce moment-là 40, 50, 60 fois plus cher. Et évidemment, de bien réfléchir à la problématique d'une énergie durable. Ça ne sert à rien dogmatiquement de fermer le nucléaire si c'est pour le remplacer par des centrales au gaz qui consommeront autant de CO2. D'avoir une simplification administrative et une réduction des charges sur les entreprises. Je pense que vous serez tous d'accord avec le fait qu'il faut encore aller plus loin à ce niveau-là. De mieux cibler les recours pour les entreprises wallonnes des marchés publics. C'est évident, j'en ai déjà parlé tout à l'heure à propos de cette base de données qu'on préconise. D'avoir une réforme des mécanismes d'accompagnement du forum, j'en ai déjà parlé, et d'avoir une amélioration notable de la gouvernance et de l'organisation de l'offre de l'enseignement et de la formation. J'en profite aussi pour dire, par rapport aux aspects budgétaires dont j'ai parlé tout à l'heure, dans cette notion de budget base zéro, on demande aussi, vous connaissez tous le déficit structurel de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est énorme, de réfléchir dans une optique base zéro aux priorités qu'il faut donner, notamment dans le domaine de l'enseignement, où on peut certainement mieux faire. On est un des enseignements qui coûte le plus cher en Europe et qui pourtant produit les moins bons résultats moyens, j'insiste. Mais par exemple, on peut se poser des questions sur la réforme de la formation initiale des enseignants que certains veulent mettre en œuvre, qui coûterait 500 à 600 millions en plus par an. Je pense que la Fédération Wallonie-Bruxelles ne peut pas se permettre ça pour le moment. On peut passer au slide suivant. On arrive aux conclusions. Voilà, pour nous, l'important, c'est de solidifier notre tissu économique, comme plus d'entreprises, comme je l'ai dit, et plus grand, de créer massivement beaucoup plus d'emplois privés et de réformer la sphère publique. La crise sanitaire et les échéances, comme je l'ai dit tout à l'heure, les échéances fédérales ne font que renforcer ce besoin impérieux de changement profond dans notre région. Sur le slide suivant, nous avons encore quelques messages, parce que l'objectif pour nous, on doit avoir de l'ambition. Voilà, c'est de redevenir une des régions les plus compétitives d'Europe. Je vous rappelle que le PIB par habitant est toujours 80% de la moyenne européenne, même s'il y a une forte diversité entre les provinces. La province du Brabant wallon étant à 117% de la moyenne européenne, mais le Hainaut étant plus proche des 68-70%. Viser un taux d'activité de 80%. Ça, c'est un objectif qui va être évidemment très dur à atteindre, la crise étant passée par là. On est à 64% actuellement en Wallonie. Et évidemment, c'est un objectif auquel les entreprises souscrivent, évidemment, c'est la contribution aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Je rappelle aussi, par rapport à certains discours que l'on entend régulièrement, que par rapport à ça, quand on dit qu'il n'y a que l'industrie qui pollue et donc c'est elle qui doit le plus travailler sur ce point-là, oui, mais je rappelle quand même que nous contribuons à 37% des émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est à la fois beaucoup, c'est un tiers, et c'est à la fois peu, ça veut dire qu'il y a 2 tiers qui viennent d'autres, et que sur les 30 dernières années, nous avons réduit les émissions de 40% dans le secteur industriel, donc une partie reconnaître bien la fermeture de la phase à chaud, etc., de Booking, mais ce n'est qu'une toute petite partie. Le reste, ce sont les efforts que les entreprises font, moins 40%. Le secteur du bâti, je l'ai dit tout à l'heure, fait plus 0, moins 0. Donc, ce qui est fait comme effort est compensé par les pertes dans le bâti existant, et le secteur du transport a augmenté ses émissions de 17%. Et pour les entreprises, on sait que ce sera dur d'aller plus loin. Il ne faut pas y aller plus loin. Ça, on en est bien conscient et on fera tous les efforts qu'il faut. Mais pourquoi est-ce que je dis que ce sera dur? Parce qu'on a déjà fait énormément d'efforts. Plus on doit aller chercher les derniers pourcents sont plus difficiles à aller chercher que les premiers. Et je pense qu'on doit plaider aussi coupable à notre niveau de ne probablement pas faire assez de
ne pas montrer assez les efforts qu'on a fait. On croit que les entreprises fonctionnent toujours comme avant. On a déjà réussi à changer les logos des parcs industriels sur les autoroutes en changeant la petite usine avec de la fumée noire qui sort par un logo plus attrayant. On va changer cette image d'une industrie qui pollue avec de la fumée noire et on voit de nombreuses entreprises qui font des efforts extraordinaires à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai mis dans le dernier slide qu'est-ce que le slogan que l'on avait dans notre plan de redéploiement qu'on a utilisé pour la presse. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, pour vous laisser le temps de poser éventuellement quelques questions. Voilà, je pense que le dernier slide est un message, oui, de confiance. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc on peut passer rapidement. Confiance, notamment confiance aux jeunes. Un message que j'ai régulièrement vis-à-vis des jeunes, c'est de dire regardez d'abord les entreprises que vous avez en Wallonie avant d'aller voir ailleurs. Ça me fait mal de voir aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sortent notamment évidemment d'études universitaires qui vont directement voir à l'étranger en pensant qu'il n'y a rien qui leur convient en Wallonie. On a beaucoup d'entreprises qui sont des leaders mondiaux qu'on ne connaît pas assez dans différents secteurs. On va les mettre beaucoup plus en évidence, notamment vis-à-vis des jeunes. Et mon dernier slide est un slide qui nous permet de voir où retrouver tout ce plan. On le retrouve évidemment sur notre site. Donc, on a un accès direct aussi. Il y a un site qu'on a mis en ligne spécifiquement pour ça qui s'appelle wayforwallonia.be. Je vous remercie de votre attention. Un tout grand merci, Monsieur de Wasset. J'étais vraiment très dense et très intéressant, comme le signalent différentes personnes. Nous sommes un petit peu au-delà du temps. Je vois une question intéressante. Vous avez parlé de la difficulté d'avoir des formations en biotech fournies par les autorités. Et Thibault ici demande pourquoi les entreprises ne créent-elles pas elles-mêmes leur école en biotechnologie? C'est ce qui est en train d'être fait. Il y a des initiatives qui sont en train d'être prises, soit en direct par des entreprises, soit par la plus grande implication des fédérations sectorielles dans les centres de compétences. Si on prend le centre de compétences du secteur essentiel, ce sont des compétences qu'on investit plus que ce qu'on propre sans attendre les marques. Donc il y a certainement un mix entre les deux. Et on le voit dans le secteur, dans les bibliothèques, qui sont en train de créer leur propre formation. Cette formation doit venir pour nous aussi en complément une formation qui donne aussi un diplôme et un bagage, je dirais, aux collaborateurs qui sont aujourd'hui de changer de secteur d'entreprise, un bagage certifiant, je dirais, ça donne une deuxième problème, il est toujours mieux d'avoir un diplôme avant d'avoir. Donc, je pense que l'entreprise doit venir en complément d'un minimum universel. Aussi, dans le secteur de la technologie, les entreprises doivent mettre du chauffage de l'électricité pour leurs propres écoles de formation. Ils le font sur son propre, mais on voit aussi que quand on essaye des expériences pilotes, je vais l'emploi, nous demandons par exemple aider ces ASBL que les entreprises aident pour gérer leur formation. C'est comme un minimum de soucis qui leur reviennent. Et à la limite, moins leur capital que ce que ça coûtait quand c'était le public qui le faisait. Mais on voit que le problème reste stratégique sur son école et chez son école, c'est difficile d'avoir des subsides parce que de la main de l'autre. Cela fait uniquement des subsides, c'est évident. Les entreprises de la France publique, mais ce serait bien qu'il y ait une meilleure balance. Tout à fait aligné par rapport à ce point-là, que les centres de compétences sont meilleures. De bonnes illustrations, c'est aussi dans le digital, c'est développé, c'est un pour accélérer la version digitale. Demandons pour collaborer. Le son, c'est complètement dégradé. Peut-être une question, si on peut passer. Pierre-Étienne demande si vous êtes bien entendu par le gouvernement. Oui, alors je dirais oui, oui, peut-être pas assez. Par les gouvernements en général, il y a certains temps, est-ce que c'est également remarqué qu'on voit bien qu'il y a les scènes Internet, les communications qui sont scènes Internet, mais le problème, c'est que ces scènes Internet n'avons pas plus que ce que nous en pas assez vite. Donc ça, c'est un constat, on connaît très bien, avoir répété ça, la question de aussi à la succession de gouvernement, je suppose que le gouvernement actuel, honnêtement, bonne écoute aujourd'hui. Je pense que
On est écouté notamment parce qu'on est constructif et qu'on vient plutôt que de dire et il faut donner des refus. On vient de manière constructive, il y a un certain nombre de réformes, de propositions à ce niveau-là. Et donc, le travail avec CDDC notamment est absolument apprécié. En disant, on va vraiment être un sert, le travail de moyens, c'est typiquement pas le cadre de travail de et n'est pas la méthodologie parfaite, mais pour l'exercice se passe, oui, se fait, nous sommes très présents dans le groupe de travail, oui, on a une bonne équipe maintenant, après on verra les résultats, après Max, je crois en vous, d'avoir été des passages bons, de voir si on a été écouté et si notre plan sera intégré et on espère que ce sera une liste de quelques qui mesuraient ce qu'on peut de manière juridique, on va avoir des ressources Ok. Heureusement, le son est vraiment désastreux. J'ai vu que des personnes demandaient si elles pourraient envoyer leurs questions à la fin, par écrit, par email. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. N'hésitez pas, si Jean-Luc peut centraliser des questions, les envoyer. Un plaisir global, en apportant le demander, etc. Et ça repassera par la Ok. Bien. Un tout grand merci à tous. Notre prochain rendez-vous, ce sera le 13 novembre avec André Sapillier. Et là, on va encore parler de relance, et cette fois-ci, le fameux plan de relance pour l'Europe Next Generation EU par le professeur André Sapillier. Merci à tous, bon après-midi et au revoir. Merci à tous. Prenez soin de vous. À bientôt.